frein, comme vous avez pu voir sur mon fond d'écran avant. Et je vais vous parler un petit peu de Git. Donc je vais quand même un petit peu... je ne vais pas vous en parler en détail parce que bon, on a que 15 minutes. Donc petit disclaimer, c'est une courte intro, je vais juste vous présenter vite fait ce que c'est, ce que ça fait. Mais l'idéal c'est qu'après vous alliez voir un petit peu plus loin par vous-même, que vous l'utilisiez parce qu'en 15 minutes on n'a pas le temps de faire des exercices. Mais voilà. Et il y aura aussi normalement un workshop qui viendra dans les semaines prochaines, je ne sais pas encore exactement quand, mais on va vous proposer ça et on vous relaiera l'info. Voilà, alors, est-ce qu'il y en a ici qui se demandent déjà ce que c'est Git ou qui ont déjà vu, qui ont déjà entendu parler, c'est quoi Git? Ok, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Tant pis. Donc, alors Git, ben voilà, c'est un SM, c'est-à-dire un outil pour manager, donc pour gérer du code. En gros, ça consiste à dire qu'on va garder une historique de toutes les modifications qu'on fait dans du code. Dans du code de debugging, on s'en fout de garder une modification, on s'en fout de perdre un truc, mais quand on est dans des programmes de 10-15 000 lignes, qu'on travaille à plusieurs, qu'on travaille tout le temps dessus, c'est super méga important de garder des versions. Alors, par exemple, il y a le cas où, je sais pas, si on a parmi vous qui sont en première informatique, ben, on fait un projet, ça marche bien, et puis juste la veille de la remise, on essaye un truc pour peut-être gagner un point en plus. On trouve un super code, c'est génial, et puis juste à 2 minutes de cliquer sur remettre, ça marche plus. Et c'est un petit peu ennuyeux, donc grâce à Git, on sait revenir en arrière. On peut aussi mettre un commentaire à chaque modification qu'on fait, et ça c'est aussi très important. Ça permet de savoir, en gros, quand on revient en arrière, quand on regarde un petit peu l'historique du projet, trouver, à un moment on se dit « Ah tiens, là j'ai mis un print, pourquoi ?» Et en relisant le commentaire, souvent on sait comprendre pourquoi est-ce qu'on en était arrivé là, et aussi savoir quand. Et éventuellement qui, dans les projets en groupe, c'est bien pour accuser les gens, quoi. Alors, c'est aussi l'occasion de pouvoir isoler du code, donc, c'est travailler sur du code dans un espace qui est vraiment propre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et même si vous cassez tout, c'est pas grave, il y a encore une bonne version quelque part qui reste, quoi. En gros, il y a, à moins de vraiment le vouloir, il n'y a pas moyen de faire de conneries avec Git. Ou alors, oui. Oui, si vous faites du mal à votre Git, c'est que vous avez fait du mal à d'autres trucs autour, donc c'est déjà plus le problème de Git, on va dire. Donc, l'intérêt de ce genre de truc, cette isolation, ça permet de tester une fonctionnalité. Donc, je sais pas, moi par exemple, on veut rajouter des couleurs dans un programme, et bien on met plein de couleurs dans un coin, et puis dès que ça marche, on l'intègre au reste du code. Ou aussi, comme je vous en ai parlé, de travailler à plusieurs, en même temps, sur les mêmes fichiers. Parce que les coups on a une Dropbox, on laisse les fichiers en même temps, et puis on se téléphone pour savoir « Ah oui, moi j'ouvre test.py, et toi tu ouvres... » c'est foireux comme pas possible, et voilà. Donc Git résout vraiment tout ce genre de problème-là. Alors, on va tout de suite partir là-dessus. Je me suis traité un petit exercice, c'est tous les termes de Git sont en anglais, et je me suis dit, si on essayait de les mettre en français, c'est très moche. Mais c'est pas grave. Donc, l'idée de base de Git, c'est, disons, voilà, on a un super programme ici qui fait quelque chose et puis qui affiche Hello World. Alors, à un moment, on se dit, il faudrait bien, plutôt que dire Hello, avant de quitter le programme, ce serait mieux d'afficher Goodbye. C'est plus poli, quoi. Donc, on peut facilement synthétiser ça comme ça. On enlève la ligne Hello World et on rajoute la ligne Goodbye World. Qu'est-ce que ça va donner, à votre avis? C'est pas très compliqué. Alors, un petit truc qu'on peut remarquer, c'est que j'ai pas mis la flèche dans ce sens-là, parce qu'une des notions très importantes de Git, c'est de dire le code à ce moment-là, c'est le code à ce moment-là, avec ces modifications-là. Okay, donc, on référence chaque fois l'état précédent. Donc, maintenant, on va directement rentrer un petit peu dans du code. La commande pour Git, forcément, c'est Git, c'est pas très compliqué. Alors, mettons qu'on veut modifier ce fichier-là, on le modifie, on l'enregistre, et ensuite, pour dire à Git qu'on veut enregistrer cette modification de façon permanente, on ajoute le fichier à l'enregistrement en disant git add et le nom du fichier. Éventuellement, si on passe option "-p", on peut même sélectionner qu'est-ce qu'on va ajouter dans ce fichier ou pas, mais je reviendrai là-dessus juste après. Et puis, il y a aussi, une fois qu'on a dit tout ce qu'on voulait enregistrer, on dit git commit, et on lui donne un message. Par exemple, dans notre cas ici, eh bien, ce serait git commit -m affiche goodbye avant de quitter. Et donc, on a une modification logique qui est de changer une ligne dans ce fichier-là.
Et maintenant, si vous revenez en arrière, vous pouvez toujours retomber sur ce fichier-là ou retomber sur ce fichier-là. Il y a toujours moyen de faire les deux. Alors, maintenant, ça c'est un petit schéma qui est pris du site officiel de Git. En gros, pour synthétiser, il y a là où vous êtes en train de travailler, le working directory, avec un super accent anglais. Quand vous faites git add, vous mettez en fait tout ça dans une sorte d'enveloppe. L'enveloppe est encore ouverte, vous pouvez mettre plein de modifications dedans. Puis dès que vous avez fini, vous git committez, et alors les modifications sont enregistrées dans le repository. C'est un petit peu comme si vous fermiez l'enveloppe pour dire que c'est terminé, c'est un truc qui est enregistré. Alors justement, un repo, qu'est-ce que c'est? Bon bah, là aussi un dépôt, ça donne un petit peu mieux en français, j'ai un peu moins l'air con. Donc, en fait, ça se présente sous la forme d'un fichier caché dans un dossier, enfin, d'un dossier caché dans le dossier courant, qui s'appelle .git. Donc, il faut savoir, sur Linux et macOS et tous les autres du genre, les fichiers cachés commencent par un point. Et donc voilà. Alors, vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper de tout ce que ça contient, c'est un système super balèze, et même moi je comprends pas encore forcément tous les détails, mais c'est voilà, c'est utile à savoir. Si jamais à un moment vous voulez effacer un dépôt Git, d'abord il suffit d'effacer ça. Évidemment, si vous effacez le repo Git, vous effacez toutes les modifications que vous avez faites. Alors, maintenant on commence un petit peu dans le vif du sujet. Hein. Si on veut, dans le dossier courant, par exemple, vous êtes dans votre projet de programmation, eh bien vous tapez dans ce dossier-là git init, et ça va créer un dépôt vide dans lequel vous allez pouvoir ajouter un à un des commits. Je vous ai dit, un commit, c'est une modification qu'on enregistre. Alors, quand est la première modification? Ben, c'est simple. Au départ, le repo est vide, et puis vous ajoutez une modification. Cette première modification, en fait, c'est tous les fichiers que vous ajoutez au début. Et puis petit à petit, incrémentalement, vous allez construire tout votre projet, modification par modification. On peut aussi, un des gros avantages de Git, c'est de pouvoir copier des projets. C'est hyper utilisé dans le monde de l'open source et des logiciels libres, mais aussi ailleurs. Hein. Donc le principe, c'est de copier tout un dépôt, et alors à ce moment-là, vous copiez non seulement tous les fichiers tels qu'ils sont, mais toutes les modifications qui ont été faites. Et vous savez voir qui a fait quoi, revenir en arrière, essayer un nouveau truc, enfin tout ce dont je vous ai déjà parlé, ça peut être fait comme ça. On peut voir aussi donc l'historique de tout ce qu'on a fait avec la commande gitlog. Bon, je vous présente plein de commandes tout de suite. Je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de vous faire une démo après de tout ensemble plutôt que de vous présenter un petit truc, faire une petite démo. Enfin, je reviendrai dessus après, quoi. Ah oui, et alors on peut accéder, donc si on a fait un git clone par exemple, eh bien on a donc accès à ce qu'on appelle un dépôt distant, duquel on peut tirer des modifications ou en pousser. Donc c'est-à-dire, on a fait des modifications chez soi, on peut les pousser sur le dépôt distant avec push, ou alors l'autre personne a fait des modifications et on veut les tirer, ça se fait avec la commande pull. Alors, justement, à propos de dépôt distant et de branche. Donc, une branche, en fait, dans Git, ça vous permet d'associer un nom à un commit, donc à une modification, je vous rappelle. Donc, ça veut dire que, par exemple, je sais pas moi, vous avez fait une super modification et vous voulez la nommer, je sais pas, par exemple, dans mon exemple d'avant, c'était goodbye. Bien, je pourrais créer une branche goodbye, et ce nom va avancer à chaque fois que je fais un commit. Donc, à chaque fois qu'on fait des modifications, on avance un petit peu plus loin. Par défaut, donc la branche principale, celle qu'il y a dans un dépôt, c'est master. C'est un choix arbitraire, mais vous comprendrez assez bien. Pour créer une nouvelle branche, donc, on fait git checkout, ça c'est vraiment une des commandes principales de Git, -b pour dire qu'on crée une nouvelle branche, et puis on donne un nom à la nouvelle branche, donc par exemple, je sais pas moi, master2 ou goodbye par exemple. Pour reprendre une branche existante, attention, là il ne faut pas confondre, c'est aussi git checkout, mais sans le -d, attention, et puis la branche, et donc à ce moment-là, ça remet votre dossier à l'état de cette branche-là. Alors les branches, vous allez me dire, ouais, mais on voit pas trop l'intérêt de donner un nom à des commits, ouais, bon, moi aussi, hein, je m'en fous un peu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on peut aussi git checkout un numéro de commit. Donc ça permet d'aller à un état précis, même s'il n'a pas de nom de branche ou quoi que ce soit. Alors voilà, je vous parlais un petit peu des branches. Là où ça devient intéressant, c'est donc, je reprends mon exemple de tantôt, et voilà, j'ai écrit Hello World, et puis on m'a dit, ah mais ce serait mieux de mettre Goodbye, j'ai mis Goodbye. Sauf que pendant ce temps-là, j'ai un pote qui lui a vu, ça va être Hello Dog, et qui l'a poussé sur Origin Master.
Et là, on se retrouve un petit peu embêté parce que on a deux états du code différents. Pourtant, on est d'accord qu'ils viennent du même endroit. Et là, il y a quand même un truc, parce que sinon Git ça servirait à rien. Ici, Git va vraiment nous aider parce que il y a une super opération qui s'appelle le merge. Alors c'est parfois douloureux, mais c'est souvent génial. Et donc, par exemple, si on reprend cet exemple-ci, j'avais mis Hello World au tout début. Moi j'ai mis Goodbye, mon super collègue Dodge a mis Hello Dodge, et hop, on se retrouve avec Goodbye Dodge à la fin. Ce qui est quand même fondamentalement logique. Git a su résoudre les problèmes. Alors, l'opération du merge, eh ben, on s'en doute bien, c'est merge. Voilà. Et puis, donc, si on est par exemple sur master, on peut git merge origin master et ça va prendre notre branche. On peut aussi tirer depuis une branche distante, donc sur un dépôt qui serait sur Internet, eh bien, on peut tirer les modifications directement dans son dépôt aussi. Donc, il y a encore 3 types de merge. Ça, c'est peut-être un petit peu moins évident à voir comme ça en 5 minutes, mais je vais essayer. Donc, il peut y avoir le cas du fast forward, c'est-à-dire que, par exemple, dans ce cas-ci, je n'aurais rien modifié, lui aurait fait une modification, et puis moi, je dis, je veux reprendre ces modifications-là, et donc j'avance. Et en soi, il n'y a pas vraiment de fusion à faire, on fait que avancer sur la même ligne. C'est pour ça que ça s'appelle un fast forward. Il y a un merge automatique, c'est le cas où Git sait automatiquement dire, ah oui, mais l'utilisateur A a modifié cette ligne-là, l'utilisateur B a modifié cette ligne-là, donc il sait intelligemment se dire, on va prendre celle-là et celle-là, et entre les deux, ça reste la même chose. Et puis il y a les cas, comme je vous disais, les commits, les merges douloureux. C'est le cas où vous avez modifié parfois la même ligne dans les mêmes fichiers. Si vous êtes à 3 ou 4, ça devient parfois le bordel. Genre des remises de projet à 23h59, ça fait toujours plaisir. Alors un petit truc, on n'en parle pas beaucoup, mais moi j'aime beaucoup, ce sont les tags. Donc comme les branches, c'est donner un nom à un commit, sauf que alors que le nom de la branche avance avec chaque commit, donc si maintenant je rajoute encore des modifications ici, les modifications s'appelleront toujours master, le tag reste sur le commit auquel on l'a mis. Donc par exemple ici, bêta public. On pourrait dire par exemple, je sais pas, la version 1.3.12, ou alors pour chez les Ubuntu, ça c'est la release, oniric, slow, etc. etc. Voilà. Pour les tags, il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez facile. C'est chouette et ça permet de s'y retrouver assez facilement. Et alors, on en arrive enfin à peut-être ce logo que vous avez déjà vu, ou si vous ne l'avez pas vu, allez le voir rapidement. Donc c'est GitHub. GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social basé sur Git. C'est-à-dire que on se dit qu'on est plein de gens qui aiment coder, qui aiment échanger leur code, et on va mettre une plateforme pour s'échanger tous ces codes, grâce à Git qui permet justement de faire tout ce qui est redistribuer des codes chez les gens, le remettre ensemble, faire des modifications, etc. etc., etc. Il faut savoir qu'actuellement, il y a de plus en plus de projets qui utilisent GitHub et qui se développent de plus en plus. Par exemple, j'ai entendu parler de Matplotlib, dont tu leur parleras peut-être, et qui, depuis qu'il est passé sur GitHub, a vu son nombre de modifications et d'améliorations qui a triplé ou quadruplé, je sais pas, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc il y a deux outils majeurs dans GitHub, c'est les forks. En gros, c'est un petit peu comme une branche, sauf que vous copiez carrément tout à votre nom d'utilisateur. C'est l'équivalent du clone. Et puis il y a les pull requests, c'est quand vous avez fait une copie du dépôt, vous avez fait des modifications, et vous voulez les intégrer au code. Par exemple, je sais pas, je clone Firefox, et je rajoute un super truc qui fait que le logo Firefox tourne quand ça charge. Et puis une fois que c'est fait, ça marche, c'est testé, c'est génial. Eh bien, je propose à Firefox une pull request et je leur dis, tenez, prenez mon code, voilà ce que ça fait, voilà les différences, et ils vont le prendre et ils vont le mettre. Ou alors ils vont juste me dire, non, ça sert à rien. Mais voilà. Donc c'est aussi, plus qu'un réseau social, c'est même une plateforme de gestion de projet. Il y a plein d'entreprises qui utilisent même ça en privé pour leurs besoins. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que ça permet de mettre du code en page, de mettre des commentaires aussi. Dans le code, vous pouvez rajouter des commentaires, vous pouvez rajouter des liens, c'est vraiment super bien foutu. Vous pouvez avoir un wiki par projet, vous pouvez aussi avoir un bug tracker, donc la possibilité de pouvoir décrire des bugs, de pouvoir avoir un suivi sur ces bugs, etc. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Bon, dans un projet étudiant où au début ça sert pas forcément à grand chose, mais petit à petit, ça devient vraiment utile et ce sont des outils, ça fait un peu mal qu'on ne peut pas les utiliser.
Alors, il faut savoir que comme GitHub est orienté vers l'open source, ou en tout cas les logiciels libres, etc., vous pouvez avoir autant de dépôts que vous voulez, tant que c'est public, tant que tout le monde peut y accéder. Vous pouvez aussi avoir des repos privés, mais c'est payant. Sauf éventuellement pour les étudiants, ça je fais un petit peu la pub ici, parce qu'il y en a peut-être parmi vous que ça pourra intéresser. Si vous êtes étudiant, que vous avez une adresse académique, genre ulb.ac.be, eh bien en allant sur ce site-là, vous pouvez obtenir 5 dépôts privés pendant 2 ans. Et voilà, c'est plutôt cool. Voilà, maintenant je vais vous faire vite une petite démo. D'un petit peu parce que je vous ai parlé de plein de trucs très très vite et maintenant c'est peut-être le moment de voir un petit peu comment ça marche, quoi. Hop. Ah. Donc voilà, là je vais m'asseoir, je suis sur mon ordi quelque part et donc je vais faire un nouveau projet, par exemple, je sais pas, Smart Monday. Un peu loin. Ah ouais, ok. Vous voyez bien? Ok. Donc voilà, je suis dans un nouveau projet. La première chose qu'on va faire, c'est ce que je vous avais dit, c'était commencer par créer un nouveau dépôt avec la commande git init. Là, il nous dit qu'il a créé un nouveau dépôt dans le dossier où on est. Et vous voyez bien qu'il parle de ce fameux .git dont je vous avais parlé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, on peut créer un fichier, quoi. Hein. Voilà, et puis on peut l'éditer. Et on peut rajouter une ligne, par exemple. Oups. Voilà, j'ai créé un super fichier. Et on va l'ajouter à Git maintenant. Donc, comme je vous avais dit, c'est git add, l'ajouter à Git, c'est pas très compliqué, le nom du fichier. C'est pas fini. Maintenant, il faut dire qu'on enregistre cette modification. Donc, on prépare un certain nombre de modifications qu'on va enregistrer. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je la commit. Git commit. Et puis, éventuellement, avec un message. Par exemple, je sais pas moi, coucou. C'est un nouveau projet. Ah, et là on en arrive à Git qui nous insulte et qui nous dit « Mais qui tu es ?» Bah, bon. Et là sur le coup, en fait il a raison. Parce que si on veut savoir justement dans un projet où tout le monde collabore, il faut savoir qui a fait quoi. Donc la seule façon de lui dire, c'est juste git config user.name, c'est tout. Voilà. Puis il faut mon email aussi, git config user.email, nanana. Voilà. Et ensuite, ben voilà, on peut refaire le commit grâce à mon identité. Et voilà. On nous dit qu'il a créé un nouveau fichier, enfin en tout cas qu'un fichier a changé, avec 2 insertions. Il y avait 2 lignes, donc il y avait la ligne je sais plus quoi, et un retour à la ligne. Et il rajoute 2 ou 3 autres informations, mais c'est pas hyper important. Une fois qu'on a fait ça, bon, on peut voir qu'est-ce qui s'est déjà passé dans mon projet avec gitlog. Donc là, on voit par exemple que c'est tout un numéro, vous n'avez pas forcément besoin de savoir comment ça marche, mais sachez qu'ils sont uniques et qu'ils sont dépendants les uns des autres. Donc il n'y a pas moyen de tricher par rapport à ces numéros. Et puis on dit qui l'a fait, et puis quand ça a été fait, et puis le commentaire qui est en dessous. Et donc, forcément dans un projet de 1 commit, c'est pas forcément hyper utile, mais vous vous rendez bien compte qu'au fur et à mesure, avec des gros projets, on peut commencer à y voir beaucoup plus clair, quoi. Surtout sur des longues périodes. Ok, tout ça c'est super, mais je vous ai aussi parlé de GitHub. Je vais peut-être vous montrer aussi. Hein. Hop. Voilà, et on va aller sur GitHub. Et on peut ici créer un nouveau dépôt. Donc, GitHub c'est github.com, vous reconnaissez un petit peu le truc. On crée un nouveau dépôt. Donc par exemple ici, je sais pas moi, Smart Monday. Ah tiens, j'avais fait un essai hier soir. Voilà, c'est... Voilà. Et alors ici, maintenant, GitHub vous donne un tas d'informations super utiles. Alors, dans le premier cas, c'était... vous créez un dépôt, mais vous n'avez encore rien fait de votre côté. Et là, il suffit de faire bon, il suffit de cloner l'URL qu'il vous donne, et vous pouvez directement continuer.
Ou alors, moi dans mon cas, j'ai déjà créé un dépôt, donc ce que je vais faire, c'est ajouter un repos distant, grâce à cette commande-ci, voilà, qui est là. Et vous voyez, c'est hyper simple, quoi. Il vous la donne, il suffit de la copier-coller, quoi. Voilà. Maintenant, on peut pusher le code. Donc, c'est-à-dire envoyer les modifications que j'ai faites de mon côté, les envoyer sur GitHub. Donc, GitHub ici, dans ce cas-ci, s'appelle Origin, parce que c'est comme ça. Mais vous pouvez changer ça ici. Hein. Comme c'est un dépôt distant, vous pouvez lui donner un nom et il a une URL, et voilà, il suffit juste de changer le nom si vous voulez pas qu'il s'appelle Origin. Voilà, et je push la branche master sur Origin, et voilà, ici il nous donne encore quelques infos, il nous dit voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Cette ligne-ci, par exemple, ça réfère à la structure interne de Git, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre comment ça marche. Voilà. Et maintenant je reviens ici, forcément il faut que je rafraîchisse la page, et voilà. Ici vous avez vu que donc j'ai fait un fichier qui s'appelle fichier.txt, qui contient bien ce que j'avais mis. On peut voir alors un petit peu comme gitlog, mais ici l'historique des modifications. Voilà. On peut voir qu'est-ce qui a été changé, et ça devient super chouette. On peut laisser un commentaire, genre c'est super. Voilà. Il y a plein de fonctionnalités. En faire le tour, ça me prendrait une après-midi, je pense. Mais vous voyez bien l'idée, quoi. C'est vraiment un truc. Voilà, c'est bien foutu. Éventuellement, je peux encore ouvrir un autre terminal, me mettre à un autre endroit, genre. Voilà. Et je peux copier ce dépôt-là. Ah. Ça devient pas très facile. Je vais m'en sortir. Et donc je peux copier ce truc-là. Donc il faut imaginer que je serais quelqu'un d'autre sur un autre ordinateur, hein, bien sûr. Sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'idée c'est de se dire que quelqu'un d'autre peut copier juste cette URL-là et la copier chez lui. D'ailleurs si vous avez votre ordinateur ouvert devant vous et que vous avez Git installé, vous pouvez directement taper git clone, l'URL qui est là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et vous pouvez copier directement le code. Vous pouvez vous aussi faire des commits, donc enregistrer vos modifications, me les proposer, et si vous me les proposez, moi je peux les ajouter directement là, parce que c'est super. Voilà, donc je sais pas, est-ce qu'il y a encore d'autres trucs que je pourrais vous montrer par rapport... Ah oui, une branche, ça peut être chouette. Donc ici, imaginons je suis quelqu'un d'autre, j'ai copié du code, et je veux intégrer une super fonctionnalité du genre, je vais rajouter une ligne en plus dans le fichier par exemple. On va créer une nouvelle branche, par exemple, nouvelle ligne. Ah, je sais pas dans mon dossier, pardon. Ça s'appelle comment? Ouh là là là. Voilà. Donc là j'ai créé une nouvelle branche, c'est-à-dire que je vais pouvoir diverger par rapport au code original. Donc on n'oublie pas que je suis quelqu'un d'autre, hein. Et je vais rajouter, je sais pas moi... Voilà, donc j'ai modifié mon fichier. On peut imaginer que par exemple j'ai rajouté 10 000 lignes de code qui font un truc génial. Voilà. Ouais. Donc de nouveau, je vais ajouter ce fichier. Voilà. Ah oui, de nouveau, je dois dire qui je suis. Oh là là, je suis désolé. Voilà. Sachez que si vous ne spécifiez pas le message de commit, il vous ouvre un éditeur de texte. Bon, enfin, c'est vrai qu'avec tous les terminaux ouverts, c'est pas spécialement évident. Mais il vous ouvre un éditeur de texte où vous pouvez taper votre message de commit freeway, quoi. Et genre ici, une nouvelle ligne en plus. Voilà, on enregistre. Et c'est bon. Et ensuite, on peut git push sur le dépôt. Et le nom de la branche, c'est nouvelle ligne. On en revient ici. Hop. Peut-être mettre en plein écran maintenant.
Voilà. Donc là, il vient de me dire que j'ai poussé une nouvelle branche, et donc j'ai 2 branches maintenant. On peut aussi voir dans le fork graph un petit peu ce qui s'est passé. Donc ici, c'est pas très évident parce qu'il n'y a qu'une seule branche, enfin qu'un seul commit. Et donc il y a la branche principale et quelqu'un qui a fait des modifications à côté. Ce qu'on peut faire, c'est dire « Ah, mais on va intégrer tout ça », et donc on peut ouvrir une pull request, comme je vous avais dit. Donc voilà, j'ai intégré une super feature dans ce projet, et je crée une pull request. Du coup, maintenant, j'ai une super interface qui me dit il y a truc machin qui a fait des modifications, notamment celle-ci. Il y a autant, enfin, ça c'est toutes les modifications qu'il a enregistrées, et voilà, ces fichiers-là ont changé. Puis je peux me dire, ah bah ok, c'est vrai, c'est légitime, j'intègre ça au code, et voilà. Et si on retourne dans le graphe des modifications, et bien voilà, on voit que quelqu'un a créé le projet, qu'il a créé un commit, quelqu'un d'autre a fait une modification, et puis on l'a intégré au projet par après. Ça c'est vraiment le fonctionnement de base de Git et GitHub, quoi. Voilà. Je pense que j'ai montré à peu près tout ce que je voulais faire. Voilà, donc pour finir, je vous avais parlé en début de présentation. Ici, c'est en 15 minutes, je ne peux rien faire de très détaillé. Il y aura un workshop qui va venir, plus détaillé, avec quelqu'un qui fait ça super méga bien et qui va prendre 2-3 heures pour vous expliquer en détail et bien comprendre. C'est vraiment un outil super puissant et c'est utilisé par tout le monde, donc ça vaut le coup de passer un petit temps à l'apprendre, quoi. Ça c'est le site officiel de Git, gitscm.com. Il y a des ressources, des tutoriels, de la documentation, des programmes pour utiliser Git autrement aussi. Il y a des programmes graphiques, parce que je vous ai montré en terminale, mais pour certains c'est peut-être un peu pas assez hype peut-être. Il y a des programmes qui permettent de vraiment visualiser aussi bien que sur GitHub. Il y a aussi un petit programme directement accessible en ligne qui vous permet d'essayer Git sans devoir l'installer chez vous, et c'est en allant sur try.github.com. Je sais pas s'il y a des remarques, suggestions, questions ou... Peut-être pour dire aussi qu'il y a des GitHub privés qui peuvent être installés sur des machines, je sais pas si c'est personnes qui ne sont pas grands fans de GitHub, donc il y a moyen d'avoir des GitHub comme GitLab qui peut s'installer sur une machine, sur un serveur privé, et ça fait plus ou moins les mêmes vidéos, je pense. Ouais, donc il faut savoir qu'effectivement, comme dit, le site de GitHub, bah, c'est aussi une application web et qu'il y a moyen d'avoir des applications web qui sont un petit peu des clones de GitHub et qui sont, eux, complètement libres et que vous pouvez installer chez vous si vous voulez. Voilà. Fallait que je la mette.